En manchette ce soir, les infirmières et médecins omnipraticiens ensemble pour dénoncer les compressions en santé. Ils sont inquiets de la détérioration des soins. Malartic poursuit ses efforts pour embellir son centre-ville. On en sort tous gagnants. Le propriétaire augmente la valeur de son bâtiment. Notre image centre-ville s'améliore. C'est plus facile de louer ses appartements. Et coup d'envoi de la 28e édition du Téléthon régional. Bon mardi soir, bienvenue au TVA 18h. On commence en santé. Les infirmières et les médecins omnipraticiens de la région sonnent l'alarme. Ils dénoncent l'austérité qui, selon eux, effrite le système de santé régional. Et Félix, pourquoi les deux associations en arrivent à cette conclusion? Eh bien, qu'Emilia, selon eux, dans les 3 dernières années, il y a eu des coupures importantes au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux régional, ce qui a eu pour effet une détérioration de l'accessibilité et de la qualité des soins offerts à la population. Et les travailleurs sur le terrain, ils le remarquent, puisqu'ils doivent faire plus, ou du moins maintenir les services avec moins. Mais c'est surtout les gens, la population, en fait, qui encaisse le délabrement du système, selon la MONOC. Ce que la population voit beaucoup, c'est les délais. Les délais pour les chirurgies, les délais à l'urgence qui sont plus grands qu'ils étaient, le nombre de médecins de famille qui a diminué, puis la prise en charge en première ligne qui est plus difficile, on en est conscient. Et aussi, tous les services de proximité. Là, quand on pense aux points de service qui étaient dans chacun des villages, il y avait un petit CLSC, les patients pouvaient aller faire leur prise de sang à cet endroit-là, pouvaient aller rencontrer une infirmière, des soins de plaie, des services courants. Mais la plupart de ces points de service-là, maintenant, sont fermés. Il n'y a plus d'infirmières qui sont plus près de la population, dans les villages. Puis justement, Félix, est-ce qu'il y a des secteurs de la région là, qui sont plus touchés que d'autres par la détérioration des soins? Oui, eh bien, il mentionne d'emblée que les services ne sont pas égaux partout dans la région. D'abord, il dénote un manque de médecins de famille et de personnel soignant au sens plus large au Témiscamingue. Ensuite, en Abitibi-Ouest, ils ont remarqué que dans les dernières années, c'est la moitié des lits en soins intensifs et en hospitalisation qui ont disparu. Ensuite, au fond, ce qu'ils demandent, c'est que les mesures d'austérité au Centre intégré de santé et de services sociaux régional soient arrêtées. L'austérité est bel et bien commencée, c'est-à-dire qu'on va procéder à du non-remplacement du personnel infirmier. Donc, on demande à une infirmière, par exemple, au lieu de s'occuper de 6 patients, de s'en occuper de 10 ou de 12. Donc, c'est des coupures budgétaires qui sont déguisées et au final, c'est le patient qui paye le prix. Donc, oui, l'avenue de Santé Québec nous inquiète énormément et surtout le retour à l'équilibre budgétaire, étant donné que ça fait plusieurs années qu'on n'est pas en mesure d'avoir un budget équilibré en Abitibi-Témiscamingue. En terminant, Qu'Emilia, les professionnels en soins et les médecins de famille de la région revendiquent, vous l'aurez compris, la fin des coupures budgétaires et ils demandent l'embauche de ressources humaines suffisantes. Merci, Félix. Je vous en prie. Et justement, le cabinet du ministre de la Santé nous a fait parvenir une déclaration écrite que vous pouvez voir à l'écran présentement. C'est indiqué que depuis 2018, le budget de la santé est passé de 40 milliards à 60 milliards, donc une augmentation de 50 et que malgré les hausses dans les dernières années, certains établissements ont dépensé plus que le budget qui leur a été alloué pour différentes raisons. Donc, l'une de leurs solutions pour respecter le budget est de mieux faire les choses au niveau administratif pour ne pas affecter les services. Et on poursuit avec 2 adolescents portés disparus à Val-d'Or. Le premier est Ethan Piché, âgé de 16 ans. Il a été vu pour la dernière fois vendredi dernier près du boulevard Forêt. Vous pouvez voir une photo de lui à l'écran. Il mesure 5 pieds 5 pouces, pèse 140 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Et la Sûreté du Québec demande aussi l'aide du public pour retrouver Milan Jean, 15 ans, de Val-d'Or. Il a été vu lui aussi pour la dernière fois vendredi dernier près du boulevard Forêt. Il mesure 5 pieds 10 pouces, pèse 130 livres, a les cheveux et yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un manteau noir, un pantalon de jogging noir et des souliers blancs. Donc, toute personne qui croit apercevoir les adolescents doit contacter le 911. Autre sujet maintenant, Glencore ne confirme pas l'abandon du projet de modernisation Aéris qui vise à moderniser la fonderie Horn à Rouyn-Noranda pour réduire ses émissions.
Dans un article publié ce matin, Radio-Canada avance que, selon des sources, l'entreprise aurait mis une croix sur le projet. Ce serait en raison de coûts rendus trop importants à assumer, passant entre 500 et 750 millions à près d'1 milliard de dollars. Mais par écrit, Glencore nous confirme que le projet Aeris est toujours en étude de faisabilité et que les équipes travaillent toujours à compléter cette phase en vue du début de l'an prochain. D'autres projets transitoires et d'optimisation sont toujours en cours à l'usine. On poursuit à Malartic. La Ville a fait l'annonce ce matin des avancées dans son programme de revitalisation de son centre-ville. Et ce sont 4 projets qui ont été sélectionnés pour cette deuxième phase. Alexis Dumont vous dit lesquels. Le magasin Rona, le siège social d'ASDR et 2 immeubles résidentiels sont les 4 projets qui seront modernisés dans le cadre de la deuxième phase du plan de revitalisation du centre-ville de Malartic. Cette deuxième phase-là du programme de revitalisation du centre-ville de Malartic, c'est vraiment pour rénover des bâtiments de notre centre-ville, donc pour leur donner une nouvelle vision, une nouvelle apparence, évidemment, pour renforcer aussi le sentiment d'appartenance des citoyens puis des gens qui travaillent à Malartic. Ces investissements de près de 300 000 $, dont 180 000 provenant de la municipalité, sont nécessaires selon le maire Martin Ferron. La Ville a donné des moyens financiers à SDM de faire du développement économique, puis on a pris comme mandat de travailler côté revitalisation de centre-ville. C'est une belle initiative aussi, de mettre tout ça en place, puis de trouver des professionnels pour accompagner les propriétaires, puis de revitaliser notre centre-ville. Quelques travaux sont déjà débutés, mais la majorité devrait s'amorcer dès le printemps prochain. La deuxième phase consiste vraiment en des 4 projets de rénovation, un qui est déjà complété et 3 autres là, qui vont être faits au printemps prochain. Pour ce qui est de la phase 1 débutée au début de l'année, les travaux vont bon train. Les 2 tiers des travaux des projets, en fait, là, sont en cours de réalisation, sont relativement avancés. On prévoit que les travaux soient terminés là, d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, pour ce qui est de la troisième phase, la période de soumission des projets aura lieu jusqu'au 1er décembre prochain. Les projets choisis seront ainsi dévoilés en 2025. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Malartic. Et pour une 28e édition, le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées est de retour encore une fois cette année. L'événement qui aura lieu en janvier prochain a été lancé aujourd'hui. Notre journaliste Sita Anjuli-Labrec y était. C'est sous le thème « Illuminons l'avenir ensemble » que différents partenaires et membres de la ressource pour personnes handicapées ont donné le coup d'envoi au 28e Téléthon. Le nouveau président d'honneur, Jean-François Moreau, s'implique directement cette année pour sortir de sa zone de confort. De se mettre dans l'aréna, d'être là avec les gens, de participer personnellement à ça, c'est pas quelque chose qui est naturel. Ça va être mon défi d'essayer de faire le plus d'activités possible, de rencontrer le plus de gens possible pour apprendre à connaître les gens davantage, puis connaître davantage la ressource. Le directeur général de l'organisme, Rémi Mailloux, a confiance d'atteindre l'objectif de 500 000 $ en vue du Téléthon. Mais je crois que la population connaît ce que la ressource fait, puis ils vont être dans la mesure de nous aider à rencontrer nos objectifs. Je le crois sincèrement. La ressource fait la différence pour les personnes en situation de handicap. Mon nom, c'est Annette Légère. Je suis membre de la ressource depuis le début, puis je fais du bénévolat pour la ressource depuis le début. Le plus que la ressource me rend service, le plus que je rends service à mon tour. Les défis pour la ressource restent nombreux. Le défi là, dans ce temps-ci, c'est l'augmentation des équipements spécialisés qui est reconnue depuis la pandémie, 20 à 25 % du coût. Puis qui était déjà à être très onéreux. D'ici la tenue du Téléthon, le 26 janvier prochain, au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, auront lieu plusieurs activités de financement. La ressource invite la population à rester à l'affût. Sita Anjuli-Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Appuyez-vous une cause qui vient en aide à des personnes de la région? » Vous avez répondu oui à 91 %.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est Justine, je suis à la bibliothèque d'Amos et après la pause, je vous amène découvrir le Media Lab. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Anciennement La Petite Bouteille à Amos, le bistropub spectacle Courant Alternatif a été repris par 6 jeunes entrepreneurs. Dorénavant un lieu de diffusion culturelle alternative accueillant des professionnels de la région et du Québec, il offre aussi un menu préparé par leur partenaire l'Atelier culinaire, ainsi que des bières et cocktails régionaux. Près de 100 000 $ ont été investis et 4 emplois ont été créés. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, aujourd'hui, tu as découvert le Media Lab à Amos. Oui, Kémélia, j'en avais entendu parler, mais j'avais le goût d'aller faire un tour par moi-même là, pour vraiment découvrir tout ce qu'on pouvait faire au Media Lab. Il y a toutes sortes d'ateliers qui sont offerts. On peut faire de l'impression 3D, aussi du montage vidéo, de la création, de l'impression, des ateliers de couture, mais vous pouvez même louer un studio d'enregistrement et avoir une formation complète sur comment l'utiliser. Et il y a plein d'autres activités, là, vraiment, j'en passe. Vous pouvez aller consulter le site web du Media Lab pour savoir tout ce qui est offert à la bibliothèque d'Amos. Le Media Lab existe depuis 2020 à Amos et cette année, plus de 1100 personnes ont profité des services offerts par le Media Lab. Les ateliers et les machines sont vraiment offertes à tout le monde. Il y en a pour tous les âges, pour les adultes, les ados, les enfants et même les personnes plus âgées peuvent y trouver leur compte. C'est un service gratuit, mais l'utilisation du matériel peut venir avec des frais. Alors venez-vous-en avec moi. On s'en va à Amos, à la bibliothèque, découvrir le Media Lab. Pouvez-vous nous expliquer le concept du Media Lab? Oui, le Media Lab, c'est un lieu de techno-découverte où on va développer des compétences avec les machines de fabrication numérique, par exemple les impressions 3D, la découpe. Il va y avoir aussi des macarons, c'est un peu moins techno, mais c'est dans de la fabrication aussi. Tout ça, c'est dans le but de démocratiser l'accès à ces machines-là. Et qu'est-ce que ça apporte à la communauté d'Amos d'avoir un Media Lab comme on a ici à la bibliothèque? Bien, ça permet différentes choses. Par exemple, les jeunes peuvent développer leur créativité. On n'est pas les seuls à offrir ça. Il y a le centre d'exposition aussi qui offre des beaux ateliers. Par contre, ici, ce qui est différent, c'est qu'on leur permet d'avoir accès à des machines que, soit par le coût ou par la disponibilité, c'est un petit peu difficile d'y avoir accès. Donc, c'est tout dans la compétence des technologies, puis aussi, c'est pour développer la résolution de problèmes un petit peu, parce qu'on touche un peu à la programmation, on touche un peu à la conception 3D, donc il y a tout le travail de la géométrie en arrière de ça. Fait que je dirais que c'est comme un complément à ce qui est appris à l'école. Et comment les gens réagissent quand ils viennent au Media Lab pour la première fois puis qu'ils découvrent tous les services qui sont offerts? Bien, souvent, ils sont étonnés parce qu'ils ne sont pas au courant qu'on offre tout ça. Ils ne savent pas qu'on a ça. C'est pas tout le monde qui vient à la bibliothèque. Puis souvent, s'ils viennent à la bibliothèque, ils sont portés à rester au rez-de-chaussée. Moi, je suis à l'étage en haut. Puis souvent, ils sont vraiment étonnés de voir toutes les machines qu'on propose, toutes les activités qui sont disponibles. Les services qui sont proposés aussi, l'imprimante 3D peut permettre de réparer un objet. Fait que c'est des choses que les gens ne savent pas. Et là, pour les prochaines années ou même les prochains mois, quels sont les prochains projets du Media Lab? Bien, on cherche toujours à continuer de rejoindre la population. On s'est tourné vers les groupes scolaires parce que on rejoint une bonne population en même temps, puis ça permet d'aller chercher une clientèle qu'on n'aurait pas nécessairement autrement. Donc, on veut continuer à travailler avec les groupes scolaires, avec les groupes communautaires aussi, par exemple, avec le MRAR, le mouvement de relève Amos Région, qui accueille beaucoup les nouveaux arrivants, parce que c'est des gens qui n'ont pas de repères dans cette nouvelle ville-là, puis souvent dans un nouveau pays. Puis, bien, en les faisant visiter la bibliothèque et le Media Lab, ils ont une vue d'ensemble de ce qui est offert pour eux gratuitement dans la communauté, gratuitement ou à peu de frais.
Puis c'est vers là qu'on veut aller beaucoup. On va continuer à soutenir aussi, à accueillir les clientèles ponctuelles, si on veut, là, les familles qui viennent, les enfants après l'école. On va continuer tout ça, mais on veut mettre beaucoup d'énergie à aller chercher des groupes. Eh bien, merci beaucoup, Amy. J'ai hâte de tout découvrir ça. Merci, Justine. Salut tout le monde! Après la pause au sport, on revient sur la conférence de presse de la 40e édition de la finale régionale centralisée des Jeux du Québec et on a des nouvelles du plus bel espoir de la boxe québécoise. Ne bougez pas! Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Cette année, la finale régionale centralisée des Jeux du Québec fête ses 40 ans et c'est Ville-Marie et Lorrainville qui seront, entre autres, les hôtes des festivités l'hiver prochain. On va découvrir ce qui attend les jeunes athlètes de notre région. Une collaboration spéciale pour une édition spéciale. Ce sont 5 municipalités du Témiscamingue qui vont travailler en équipe afin de recevoir le plus grand rassemblement annuel de sport amateur de la région. Parce que les Jeux du Québec, c'est une institution. Hein? En ce moment, nos deux équipes travaillent ensemble, puis ils sont fébriles, on les regarde, puis c'est le fun. Puis les gens qui s'impliquent, là, que ce soit sur l'exécutif, sur le conseil d'administration, c'est des gens qui proviennent de d'autres municipalités, de Duhamel-Ouest, de Gig ou ailleurs. Et puis, parce que les Jeux du Témiscamingue, cette 40e édition-là, c'est les Jeux du Témiscamingue. Encore et toujours la seule région du Québec à organiser ses propres finales régionales centralisées, l'Abitibi-Témiscamingue entend célébrer la jeunesse sportive avec panache. De faire bouger des jeunes, de dépassement dans leur discipline, puis d'aller les inviter à faire ces sports-là. On a des sports en démonstration cette année, le mini-volley, le mini-basket, le futsal qui va être là aussi, le hockey qu'on a ramené aussi. On veut que nos jeunes locaux bougent. Fait que nos jeunes là, du primaire, surtout le 5e, 6e année, le secondaire aussi, vont être très sollicités dans le mois de décembre. Les municipalités s'entendent pour dire qu'il est important de maximiser l'utilisation des infrastructures sportives, un effort qui en vaut la chandelle même en année sans provinciaux. Parce que oui, il n'y a pas de Jeux du Québec provinciaux cette année, parce qu'on sait que ça revient aux 2 ans, mais c'est une belle préparation pour l'année prochaine, pour se préparer déjà, commencer à performer cette année pour que l'année prochaine, on se fixe des objectifs plus provinciaux que locaux. Là où on crée des souvenirs et des espoirs, c'est le slogan de cette 40e édition de la finale régionale centralisée des Jeux du Québec. C'est tout le Témiscamingue en entier qui est pas mal prêt à recevoir cette grande fête les 31 janvier, 1er et 2 février prochains. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Lorrainville. On poursuit en boxe. Ça fait maintenant une semaine que le Rouyn-Norandien Gabriel Ali Ndiaye est revenu avec la médaille d'or à la finale des Jeux olympiques scolaires. Avec lui, on fait le bilan de sa première participation à l'événement. Bon, c'était quoi cette compétition-là? Quel genre de boxeur on y retrouve? Puis c'était quand même au Bahreïn. C'était quoi toute cette compétition-là? C'était fou. Même moi, il y a quelques mois, je ne savais même pas que ça existait là. Donc, écoute, c'est une compétition, en gros, qui regroupe les boxeurs des athlètes entre 18 et 15 ans. Et c'est les meilleurs athlètes du monde qui sont encore à l'école, en gros. Donc, c'était vraiment une grosse compétition internationale. C'était des champions nationaux, des champions mondiaux et tout qui étaient là. Donc, c'était une grosse compétition, plusieurs sports, plusieurs compétitions. Donc, pour une première expérience, je pense que c'était vraiment pas mal, là. Donc, je suis content. Ben voilà, puis tu sais, on te voyait représenter le Québec, tu avais le drapeau. Est-ce que tu représentais le Québec ou le Canada, cette compétition-là? C'était le Québec. C'était le Québec qui était invité à aller là-bas. C'était pas le Canada. Donc, c'était les meilleurs athlètes du Québec qui étaient présents. Puis, écoute, explique-moi un petit peu ton parcours. Ça a bien été. Part un petit peu de tes premiers combats, peut-être là-bas, jusqu'à la finale. OK. En gros, moi, ma catégorie, il n'y avait pas eu beaucoup de boxeurs. C'est une catégorie assez rare. C'était une nouvelle catégorie. Donc, je pense, on était 6 boxeurs. 6 boxeurs. Donc, moi, j'ai eu un pass. J'ai eu que 2 combats. Donc, je me suis battu contre le champion des Émirats. Donc, Arabie Saoudite, tout ça, normalement. Et je l'ai battu décision unanime. C'était un bon combat, ça s'est bien passé, mais comme d'habitude, je finis par trouver la victoire. Ensuite, en finale, là, c'était mon plus gros combat. Sûrement mon plus gros combat aussi à vie, là, c'était contre un champion du Brésil avec 172 combats. Donc, c'est ça. Moi, j'en avais 33 à ce moment-là.
Donc, c'était quand même une grosse marge. Grosse marge. Mais je suis arrivé là sans pression. Je me suis dit, écoute, je suis là pour avoir du plaisir. Et finalement, écoute, je pense que Dieu m'a béni parce que honnêtement, là, j'arrive pas à perdre. J'arrive pas à perdre, mon gars. Et maintenant, au hockey, les Foreurs de Val-d'Or libèrent le défenseur de 20 ans, Nathan Drapeau. Il en était à sa 2e saison avec l'équipe. D'après l'organisation du Vert et Or, il a su quand même laisser sa marque par sa passion et son dévouement. Et du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, le gardien de but Kyle Hagen est lui aussi libéré. C'est le directeur général Yannick Gaucher qui en a fait l'annonce hier. L'organisation souligne la contribution du joueur durant les 3 dernières saisons dans le filet de la Meute. Et d'ailleurs, le gardien de but de 2e année des Gaillards du cégep régional a été rappelé pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Il aura l'occasion d'être en uniforme avec les Huskies pour le duel de la 117 contre les Foreurs ce mercredi à Rouyn-Noranda. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, on descend de plus en plus vers les températures froides. Hey, on s'enligne pas mal vers l'hiver, Kémélia. Je sais que techniquement, on est encore l'automne, mais l'hiver commence à faire sa place, on va se le dire. Pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, ce sera dégagé avec un minimum de -10, mais quand même un refroidissement éolien de -4 ce soir et de -15 au courant de la nuit. Et pour le Témiscamingue, on aura un minimum de -8 avec aussi un refroidissement éolien de -3 et qui va aller jusqu'à -12 au courant de la nuit. Pour demain, en Abitibi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 1 degré et un refroidissement éolien de -15 le matin. Alors demain matin, là, sortez quelques minutes d'avance pour dégeler votre auto et ce sera presque pareil pour le Témiscamingue avec un maximum de 2 degrés et un refroidissement éolien de -13 le matin. Un aperçu pour jeudi en Abitibi, ce sera nuageux avec un maximum de 2 degrés et ce sera nuageux aussi au Témiscamingue avec un maximum de 4 degrés. Si vous vous préparez pour aller sortir votre chien après le souper, là, mettez votre manteau d'hiver, c'est assez frisquet, là, sortez pas en robe de chambre, sinon vous allez grelotter. Ouais, faut pas oublier de mettre des bottes aussi, là. Faut pas sortir en pantoufles. Bonne soirée, Justine. Donc voilà, c'est complet pour nous ce soir. Passez une belle soirée sur nos ondes et on se retrouve demain midi.